Salut les gars, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation, notamment le copropriétaire de la chaîne Fatih, chargé de communication principalement, et Samir, qui est aussi propriétaire d'une grosse chaîne bien écoutée au niveau des podcasts, très actif aussi sur son compte Twitter en association, il me semble, j'ai oublié le nom du profil, tu peux me le rappeler s'il te plaît, Samir? Alors salut à tous, le nom du co-animateur, c'est ça C'est que tu ça. veux? Ouais. Omar Dia, ouais, qui est mon co-animateur sur le podcast Octogone, co-animateur avec qui je fais, enfin sans qui je fais rien. Donc ouais, on est un podcast dédié à l'UFC, le premier podcast francophone dédié à l'UFC. On a démarré en 2011. Donc merci à vous les gars, salut Fatih, et merci à vous pour l'invitation les gars, ça fait plaisir. Ouais, tout le plaisir est pour nous. Tu sais, aujourd'hui, on est quand même une petite communauté dans le domaine justement du podcast MMA parce que c'est un concept, en fait, le podcast qui est vachement développé aux États-Unis. Et là, on essaie de le faire en France, unique en son genre, hein. Je rappelle l'Octofight Live, c'est un concept sans tabou, sans langue de bois. On débat, on dit ce qu'on pense sur les actus, que ce soit de l'UFC, boxe, Bellator, etc. Mais voilà, tout en restant quand même dans le respect des combattants, parce que c'est des gens aussi qui ont quand même sacrifié leur vie pour arriver là où ils sont. Malheureusement, il y a des journalistes qui aiment bien les critiquer, etc. Moi, je suis pas trop dans cette politique-là. Je respecte avant tout, mais j'aime bien débattre et avoir des avis des fans justement de la discipline et surtout des bons analystes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de trolls malheureusement et des haters sur les réseaux sociaux et c'est pas les gens avec qui j'aime bien m'entourer. Cependant, dans l'Octofight Live, tout le monde peut participer. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas un réseau fermé. Je suis pas une chaîne TV, je suis un petit qui cherche à faire quelque chose de proprement. Alors du coup, premier sujet, la victoire de Kamaru Usman. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y Samir, je te laisse commencer. Honneur aux invités, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ok. Bah, Kamaru Usman, tu l'as dit, hein, ancien partenaire d'entraînement de Burns, il y avait toute une dramaturgie que l'UFC avait fait monter, ils avaient fait monter la sauce, ancien partenaire. Henry Hooft, le coach en striking des deux, qui n'a pas voulu prendre le coin de Burns parce que justement, il était très proche des deux combattants qui se sont accompagnés, qui étaient dans le coin respectif de l'autre sur les combats précédents. Nous, on n'a pas. Alors, quand je dis nous, je vais jamais dire je. Quand je parle du podcast Octogone, je vais parler d'Omar et moi parce que voilà, on débriefe la chose. Nous, en amont, on n'a pas été surpris. Nous, ce qu'on disait avant le combat de Burns, c'est que Burns, bon, on va même pas parler de son fantastique jiu-jitsu brésilien. Il a un sol qui est, voilà, il a été champion du monde, donc il y a pas de, son sol n'est plus expliqué. Par contre, où on était d'accord, nous, c'est pour dire que Burns avait, en plus, un overhand, vraiment une patate debout à- je dirais à mettre fin le combat sur un coup, mais c'était une technique beaucoup plus rustique, beaucoup plus sommaire que celle d'Ousmane. Et le souci d'Ousmane, c'est que nous, on n'a pas été surpris parce qu'Ousmane, en fait, il était plus complet partout que Burns. Il n'avait pas de point ultra fort. Alors certes, il a une lutte qui est excellente, Ousmane, mais il n'avait pas un point ultra fort comme Kamaru Ousmane pouvait l'avoir avec son sol. Par contre, il a un striking qui était plus élaboré. Même si ça l'a pas empêché de se faire connecter, hein, et c'est là où Burns était dangereux, mais un striking plus élaboré, une boxe pied-point qui est beaucoup plus assumée que celle de Burns, un meilleur cardio. Et le cardio, puisque vous êtes pratiquant, c'est pas à vous que je vous apprendre que le cardio fait la différence, et on en parlera tout à l'heure avec Rodolfo Vieira, puisque tu en as parlé, hein. Un meilleur cardio, et puis surtout un fighting IQ, vraiment une intelligence de combat Justement, je beaucoup, voulais t'en parler. beaucoup plus élaborée, hein. Exactement. À titre personnel, dès lors que j'ai vu ce combat, ce qui m'a surpris de Kamaru Usman, parce que bon, voilà, Kamaru Usman, il n'y a pas de surprise, on le sait que c'est un adversaire vraiment très dangereux dans l'octogone. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup ses armes psychologiques contre son adversaire. Sur ses précédents combats, il a plus ou moins utilisé la même technique, pression sur l'adversaire au niveau des prises en clinch contre la cage, etc. Mais là, ce qui m'a vraiment surpris durant ce combat, c'est son fighting IQ. Il a Ouais. vraiment joué la carte de la stratégie et de l'intelligence, et c'est ce qui a justement court-circuiter les idées de Burns qui, lui, voulait vraiment à tout prix se montrer très agressif au niveau du striking parce que tous les combattants de la catégorie des welterweight savent que à ce jour, le plus dangereux au sol, c'est Gilbert Burns. On a aussi Demian Maia, mais bon, Demian Maia est sur une fin de carrière. Mais aujourd'hui, voilà, celui qui a le meilleur potentiel en jiu-jitsu brésilien et en grappling, c'est clairement Gilbert Burns. Mais il est tout aussi dangereux debout. Donc voilà.
Fatih, avant de te laisser la parole, justement, ce fighting IQ plus élaboré d'Ousmane, il existait déjà selon moi avant le combat, et puis il a été mis en lumière, en plus, ça a été disproportionné par le fait que lui, Burns, il l'a reconnu, Burns, tout de suite après le combat, et il a encore fait des déclarations cette semaine à ce sujet-là. Burns, il a complètement pété les plombs. Au moment où il connecte Ousmane, il le dit, il dit, mon game plan, il est complètement parti à volo. Il a voulu, il s'est enflammé, en fait, tout simplement, il s'est laissé manger par les émotions. On le sait que Burns, c'est un combattant qui est assez dans l'émotion, contrairement à Ousmane. Ousmane, il est émotif avant le combat, il peut être émotif après, on le voit. Par contre, il est jamais émotif dedans. Et puis, j'ai envie de dire que le point en plus d'Ousmane, on a pas parlé du jiu-jitsu fantastique de Burns, mais Ousmane, il a aussi cette fameuse lutte, j'en parlais en ouverture, et cette lutte-là, elle peut te pourrir n'importe quel game plan adverse, et on le sait pour les jiu-jitsuka brésiliens, ils ont beau être hyper élaborés au sol. C'est compliqué face à un lutteur, c'est toujours compliqué. Donc quand tu mets tous ces ingrédients-là et que tu mets un Burns qui s'est fait manger je pense qu'il s'est fait manger par le combat, il s'est fait manger par l'émotion, par les émotions du combat, bah, tout ça fait que Ousmane l'a emporté. Peut-être plus facilement qu'Ousmane lui-même l'aurait imaginé, mais Ousmane, c'est un beau champion. Il est tout de suite je dirais en compétition dans les plus grands champions de l'histoire de l'UFC parce qu'il a un winning streak et puis il a un run en tant que champion qui force le respect. Donc voilà, nous on n'était pas surpris, mais voilà, Burns a reconnu le truc et il est prêt à prendre n'importe qui. Il veut revenir assez vite dans le mix, Burns. Hein. Il est prêt à prendre tout ce qui va se présenter et il espère avoir sa chance. Donc, et il espère avoir Hooft aussi. Il l'a dit. Il a dit peut-être que l'absence de Hooft dans mon coin a fait que je me suis un peu emballé et puis j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais il espère avoir Hooft si jamais il y a un rematch contre le Nigérian. Mais il nous a quand même fait peur sur le crochet droit tout au début du combat quand même. Bon, il le connecte. Quand j'ai vu ça, j'étais impressionné. Il le connecte. Non, il le connecte. Et Ousmane a dit. Alors Ousmane n'était pas. Il a fait un ascenseur. Je pense qu'il y a eu aussi la surprise de prendre le coup. Après, il lui met pas pleine poire parce que je pense que pleine poire, si c'est Burns qui te la met, avec des gants de 4 onces, tu tombes. Mais Burns, non, Ousmane, pardon, l'a senti. Alors il n'était pas parti, mais ouais, il aurait pas fallu qu'il en enchaîne trop comme ça. Mais là, c'est complètement Burns qui laisse filer son combat et c'est rageant pour lui. Et les larmes à la fin, il y a tout qui s'est évacué. Hein. Des semaines, comme on l'avait dit, l'UFC a fait monter la sauce, la pression, parce que c'est pas évident de te dire que tu vas enterrer un de tes meilleurs potes, que tu es là pour l'enterrer dans la cage, hein, pour le terminer. Psychologiquement, ça ne doit pas être quelque chose de simple. On l'avait dit aussi dans le podcast. Mais il a tout vidé. Mais je pense que ce qui vide surtout, c'est la frustration d'avoir fait n'importe quoi. Et puis, vous savez bien qu'à ce niveau de compétitivité, la moindre erreur, tu la payes cash. Donc, voilà, Burns, sur le coup de Burns s'est trompé. Quand ils étaient en train de filmer justement le quotidien des deux combattants, leur préparation, plus ou moins des images qu'ils acceptaient de montrer, on voyait quand même qu'il y avait un vrai suivi, une vraie préparation. Ah oui, bien sûr. Des personnes qui sacrifient tout ce qu'il y a autour uniquement pour se concentrer sur un combat. Et ils font ça pas pendant une semaine ou deux, ils font ça pendant des mois. Ouais, training camp, c'est entre, allez, on va dire, quand tu bacs le truc, entre 8 semaines et 16. Exactement. Fatih, peut-être un petit mot sur le combat que tu as pu aussi analyser. Ouais, bah franchement, moi je trouve que déjà je trouve que c'est pas un combat comme les autres déjà pour Kamaru Usman, donc parce que comme le collègue l'a dit, c'est deux anciens coéquipiers qui deviennent maintenant ennemis, qui se combattent, donc l'un doit enterrer l'autre devant tout le monde, et ça c'est pas facile déjà. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est quand tu énonces le mot ennemi. Ce ne sont pas des ennemis, ils sont adversaires. Si tu veux parler d'ennemis, on va parler plus de Jorge Masvidal et Colby Covington, ou bien TJ et Cody Garbrandt, tu vois. Mais pour moi, je suis désolé. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Après, moi, quand je parlais d'ennemis, c'est que... Tout de suite après, il lui a parlé à l'oreille et il lui a quand même dit, voilà, il n'y a rien qui change entre nous, etc. Voilà, c'était pour le combat. Après, tu vois, quand je parlais d'ennemis, c'est... Quand ils posent le pied dans la cage, ils deviennent adversaires. Donc forcément, pour moi, à partir de ce moment-là, c'est comme, comment dire, la mentalité d'Ousmane. Ousmane, dans sa mentalité, je suis sûr que c'est la même chose. Il pose un pied dans la cage, il n'y a plus d'émotion qui passe, ni rien, tu vois. Dans sa tête, le mec en face, il doit juste le détruire. Alors que là, pour l'occasion, c'était Burns, un de ses anciens coéquipiers. Ils ont tourné combien de temps? 7 ans ensemble, c'est ça? Ouais, plus ou moins, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont commencé au Black Zillions, il me semble. Ouais, 7 ans, c'est vraiment pas mal déjà, tu vois. Et après, pour en revenir à Kamaru Usman, c'est vraiment, pour moi,
À mon avis, c'est le futur GOAT de la catégorie après GSP. Vous voyez, il Ouais, va peut-être même déplacer. quel est l'adversaire qui peut aujourd'hui rivaliser avec Kamaru Usman? Je pense que Masvidal pourrait le faire. S'ils font une revanche, je pense que Masvidal a ses chances. Moi, je suis pas sûr. Faut Moi, je suis voir. pas sûr. Bah, Faut voir. il faudrait un Masvidal déjà préparé. Et Exactement. Masvidal, en ce moment, il est plus dans son rôle de Jesus, Street Soldier. Il est rentré dans un personnage Masvidal. Voilà, donc ce serait bien qu'il sorte de Ouais, ça et qu'il prépare peut-être un peu plus sérieusement ses combats parce qu'on le perd un peu, ouais, bien Masvidal, sûr. hein. Après, Masvidal, il a toujours été, enfin, pas toujours, mais depuis ses derniers combats, il les prépare toujours, comment dire, un petit peu en mode rigolade, tout ça. C'est pas aussi sérieux, je sais pas, bah, par exemple que Kamaru Usman, tu vois. Mais après, moi, franchement, je serais pas contre une revanche, tu vois. Je pense que Masvidal pourra le refaire. Ou alors, si c'est pas Masvidal, ça sera Colby, à mon avis. Bah, il y a Stephen Thompson, c'est le seul challenger plus ou moins dans le ranking au plus proche de Kamaru Usman qui ne l'a pas encore affronté. Donc bon, après, je pense pas que c'est en termes de pay-per-view, ça sera pas aussi rentable qu'un autre combat. Et franchement, j'ai rien contre le Wonderboy, mais c'est pas quelqu'un qui me donne envie de voir au title shot pour l'instant. C'est mon avis personnel. Peut-être que vous c'est pas pareil, mais Non, mais j'ai le problème, c'est que les styles, on le dit souvent, les styles font les combats. Tu mets un lutteur, quelqu'un qui te colle contre la cage, qui te fatigue, qui te crève, qui te perce. Comme Ousmane, tu lui mets un mec comme Thompson, on parlait de fighting IQ, le game plan, il est super bien trouvé. Après, je veux juste corriger, quand tu dis que Thompson, c'est celui qui est le plus près de Kamaru Ousmane, même si on sait que la logique des rankings à l'UFC, c'est pas ce qui fonctionne en priorité, tu as le premier Covington, et je suis assez d'accord avec ce que disait Fatih, hein, Covington-Ousmane, alors ça peut donner un combat très chiant par contre, hein. Mais voilà, refaire une redite, parce que ça a été un combat qui a été très serré, mais tu as Leon Edwards, hein, on en parlait, hein, et Leon Edwards, il est troisième pour le moment, et il n'a pas combattu depuis presque 2 ans, hein. Le problème de Léon Edwards, justement, ça faisait partie du sommaire. On va en revenir juste après. On va faire une petite parenthèse rapidement sur Rodolfo Vieira et Gastelum. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé, franchement, du combat de Rodolfo Vieira? Bah, franchement, comment dire? Rodolfo Vieira, c'est un petit peu triste pour lui, parce que c'était son premier combat MMA, en professionnel du moins, et c'est triste un petit peu de finir comme ça. Là, il était sur son troisième combat de l'UFC. Ah ouais, Il c'est a pas son premier? déjà gagné deux. Autant pour moi. Alors, bah, même en tout cas, c'est un début de carrière, tu vois. Surtout à l'UFC, et finir comme ça pour un champion de la DCC, franchement, c'est un peu. Moi, je vois ça comme une fin de carrière. Je pense pas qu'il reviendra dans l'octogone. Bah, Ça, moi, c'est super frustrant pour quelqu'un comme lui et à ce niveau de compétitivité de se faire comment dire de se faire battre de la sorte, tu vois. Déjà, au vu de son âge, je pense que pour revenir au top, euh, j'y crois moyen. Et de deux, je pense que psychologiquement, il a été détruit parce que c'est un peu, entre guillemets, hein, une honte ce qui lui Bah a. ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est champion de la DCC, tout ça, c'est pas rien quand même, hein. Bon, il s'est quand même préparé, certes, mais moi je pense qu'il y a un certain problème avec Rodolfo Vieira, c'est que déjà de base, en jiu-jitsu ou en grappling, il combat en plus de 99. hmm. Là, il cut jusqu'à 84 kilos. Vous avez vu déjà le gabarit qu'il a, ce mec? Il est impressionnant. Moi, je pense que, comme beaucoup d'autres combattants, le cutting, il fait. Regardez aussi ce qui s'est passé avec Paulo Costa et Israel Adesanya. Moi, je pense que parce que j'ai discuté déjà avec des professionnels, que quand ce sont des cuttings ultra importants comme ça, forcément, il y a des effets secondaires qui peuvent se faire ressentir durant les matchs. Voilà. Il faut savoir que le cutting, c'est pas forcément bon. Donc, bon, après, Samir, Bah, peut-être un avis sur Rodolfo Vieira? Alors, après, moi, je ne veux pas être trop dur avec lui, mais là encore, déjà, il y a j'ai envie de dire, la traditionnelle transition du jiu-jitsu brésilien vers le MMA. C'est très compliqué, notamment au niveau du striking. On l'a connu par exemple au Pride avec Ricardo Arona. C'était compliqué. Et puis c'était le Pride à l'époque. T'avais pas tous les protocoles antidopage que tu as maintenant. Arona, on savait qu'il buvait pas que de la soupe de petits ronds, quoi. Donc c'est voilà, beaucoup de masse musculaire. Cette masse musculaire fait que tu vas solliciter énormément le cœur. Les Brésiliens, et c'est pas leur faire injure, hein, on en discutait avec Omar dans les derniers podcasts. Le nombre de Brésiliens qui ont un cardio d'enfer, ça court pas les rues. Tu as José
José Aldo. Voilà, ouais, on n'avait pas énormément d'exemples. Donc, la transition JJB vers le MMA, c'est déjà compliqué parce que tu as un cardio qui est bien spécifique au JJB. Le MMA, c'est tu luttes. Tu fais du pied-point, tu vas au sol, tu te relèves, c'est pas du tout, absolument pas du tout le même cardio, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est, j'ai rien inventé, on en parlait aussi, hein, Carlson Gracie lui-même le disait. Tu prends une ceinture noire, tu lui mets un pain, il devient ceinture marron, tu lui en mets deux, il devient ceinture bleue, tu y en mets trois et tu l'enchaînes, il devient ceinture blanche. Et c'est ce qui est fait arriver à Rodolfo Vieira. Alors, certes, pour lui, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau de s'être fait étrangler. Et d'ailleurs, le coin, ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que le coin de son adversaire lui avait dit, même si tu le sonnes et que tu le mets au sol et qu'il descend, ne le suis pas. Et on ne veut pas que tu le soumettes parce qu'ils avaient peur que les réflexes reviennent et puis que Rodolfo Vieira s'en sorte. Bon, là, il était complètement gazé. Tu vois un peu le combat. Il y a un langage corporel qui est très particulier au bout de quelques minutes. Il est cramé. Vieira, il est complètement cramé au bout de quelques minutes de combat. Terriblement essoufflé. Ceinture noire à DCC, tu peux mettre tout ce que tu veux comme générique derrière. Si tu n'as pas la caisse, t'es mort, quoi. Donc, c'est là encore une fois, moi, pas surpris qu'il soit fait soumettre. Oui, parce qu'on s'y attend pas. Tu dis Rodolfo Vieira, comme je l'ai dit moi dans le podcast, quand j'ai lu le résultat, je pensais que le mec de Junkie s'était trompé dans l'ordre, en fait, qu'il avait inversé le truc. Bien sûr qu'on s'y attend pas. Par contre, je suis absolument pas surpris par la physionomie du combat. Tu le vois à la pesée. Alors, juste pour compléter ce que tu dis, c'est le cutweight, donc tu perds du poids, c'est déjà compliqué, parce que déjà, il faut y arriver. Mais soit tu peux perdre ton cardio en le coupant, ce poids, mais tu peux perdre également ton cardio en reprenant le poids. C'est-à-dire que les 24 heures, si tu reprends mal ton poids, tu te gazes en fait. C'est-à-dire que tu flingues 8, 10, 12, 15 semaines de training camp parce que tu t'es mal réhydraté, tu as mal remangé et puis tu arrives 24 heures après dans l'octogone et tu es complètement sec. Donc le piège souvent se fait, tu sais, à deux niveaux. Il se fait au niveau de la perte mais également au niveau du regain. Et voilà, donc pas surpris pour Rodolfo Vieira. Et en ce qui concerne Calvin Gastelum, qu'est-ce que vous avez pensé de son combat? Gastelum, franchement, il a fait une très belle perf. Franchement, le mec, surtout à un moment là, il y a un moment du combat qui m'a marqué, c'est le genou sauté qui s'est pris en pleine mâchoire là. Ouais. Ça m'a marqué. Il a réussi à take down après ça et franchement, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, ce mec, franchement, il a, Faut oublier qu'il revient quand même après 3 défaites. Ouais, mais après, Gastelum, c'est Gastelum. Franchement, c'est quelqu'un qui a marqué l'UFC, entre guillemets. Donc, au final, qu'il perde ou qu'il perde pas, je pense qu'il aura toujours, sa place parmi les gros noms, entre guillemets, de l'UFC. Mais ouais, très belle perf, et puis il revient assez fort après ces 3 défaites, là. Moi, je pense qu'on devrait attendre quand même le prochain combat pour voir si psychologiquement il revient bien ou pas, parce que ça reste quand même, comme tu dis, un très bon challenger chez les middleweight. Il réfléchissait à quelqu'un pour lui, déjà? Pour l'instant, non. Ils ont énoncé aucun combattant, mais je pense que ça restera quand même quelqu'un qui affrontera quelqu'un juste au-dessous de lui au niveau du ranking, ou peut-être quelqu'un à une place au-dessus de lui, mais pour l'instant, il n'y a aucune information qui... Il y a déjà tous les combats qui sont bookés. Il y a Kevin Holland qui va affronter Derek Brunson. On attend aussi Weidman contre Uriah Hall. Enfin, voilà, ce sont des personnes qui sont au niveau à peu près du même ranking que lui. Donc je pense qu'on va, après le mois d'avril, je pense qu'on va en savoir un peu plus. Samir, peut-être un mot pour Gastelum? Gastelum, je vais être alors déjà, je vais dire à la base, j'aime beaucoup Gastelum, mais il faut se rappeler qu'au TUF, ça avait été le dernier à être sélectionné. Ça a résumé d'ailleurs un peu la carrière de Gastelum, quelqu'un d'hyper talentueux, très bon lutteur, mais qui a toujours eu du mal. On parlait encore une fois, c'est toujours la même chose, de cardio, de travail, de don de soi, etc. Gastelum, il a laissé passer la moitié de sa carrière comme ça parce qu'il n'a pas été assez travailleur, lui-même le dit. Et il est choisi en dernier au moment de la sélection du TUF, il est piqué en dernier, c'est lui qui remporte le TUF. Alors Gastelum, moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup les lutteurs. Après Gastelum, moi, je vais le mettre dans la catégorie gatekeeper de luxe. Gastelum, voilà, son prime il est passé et malgré la victoire qu'il a eue contre Ayana Heinisch, il faisait déjà combattant. Alors certes, peut-être 2.0, mais on en est au combattant 3.0. Donc je suis d'accord avec Fatih, il s'est mis en pilotage automatique et tu as senti que les crédentiels, j'ai envie de dire, lutte, tout ça, voilà, c'est un très bon lutteur. Quand Heinisch a essayé de le lutter, il l'a take down d'entrée, il lui a montré, Gastelum, il lui a dit, attends, si tu veux faire la lutte, je vais te montrer aussi que moi je sais lutter. Et là-dessus, voilà, c'est les réflexes qui reviennent. Gastelum, certes, a fait un bon combat, en face, c'était que Ayana Heinisch.
Tu veux mettre qui? Pendant le combat, moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, sans penser à Israël Adesanya, qui est vraiment tout au-dessus, il y a encore un gap entre Adesanya et les autres. Mais Gastelum, tu le mets même contre le top 3, c'est compliqué. Donc Gastelum, j'ai envie de dire que c'est un super gatekeeper de luxe. Alors, le terme gatekeeper, c'est un peu gardien de la division. On te le fait affronter. Si tu bats Gastelum, ça veut dire que tu peux commencer à intégrer les conversations qu'on va dire intéressantes. D'accord. C'est pas encore le vieux gatekeeper qui dit si tu as ta place dans le top 15. Tu bats Gastelum, tu peux envisager le top, il doit être 8e, il doit être 7e ou 8e ou 9e, quelque chose, il doit être dans ces eaux-là, Gastelum. Donc voilà, si tu bats Gastelum, c'est comme l'a dit Fatih, c'est un nom connu de l'UFC, en plus c'est un bon compagnieman, c'est-à-dire qu'il rend service à l'UFC, voilà, il est dans les petits papiers de Dana White, mais je pense pas que ce soit quelqu'un, après je peux me tromper, hein, mais c'est une chance, franchement, je lui donne une chance sur 20. De refaire un run à l'UFC. Bon combattant, mais quand tu vois ce qui se trimballe au-dessus, c'est hors concours ce qui est au-dessus. Exactement, c'est une des catégories que je préfère. En tout cas, elles sont chargées. Hein. Ensuite, je voudrais revenir sur un... Bon, ça fait presque un mois que c'est passé, mais l'UFC 257. Notamment le combat, justement, Conor McGregor et Dustin Poirier. On sait que tu as déjà fait un podcast dessus, Samir. Ouais. Voilà, je vais juste te demander de faire un petit effort et de reparler un peu dessus. Mais voilà, alors déjà, la victoire de Dustin Poirier, pour moi, il n'y a pas de surprise. Voilà. Non, alors, il peut y avoir une surprise dans la mesure où en face, tu as quand même un sniper. Après, moi, j'avais un peu peur. J'étais pour Poirier. Depuis ses débuts, je suis pour Poirier. C'est quelqu'un que je suis particulièrement depuis ses débuts. Après, comme je l'ai dit, les styles font les combats. Et le souci, c'est que voilà, Poirier aime se battre debout. Il avait échangé dans ce sens-là avant le combat en disant voilà, on va se mettre debout, on va se mettre tôt, puis on va se mettre la sauce. Moi, j'avais peur parce que l'autre en face, c'est quand même un sniper. Il a quand même des angles de frappe que tu trouves rarement chez les combattants de MMA et dans cette catégorie de poids. Donc, j'avais un peu peur qu'il lui éteigne la lumière. Après, c'est passé la chose qui est à la mode à l'UFC depuis un bout de temps, c'est les leg kicks, hein, les calf kicks. Alors on ne les check pas en MMA. En taille, on les check, on apprend d'entrée à les checker. En MMA, on ne les check pas. Et voilà, Poirier, en parlait d'intelligence de combat, il a fait ce qu'il fallait parce qu'il se fait connecter aussi. Hein. Moi, j'avais très peur du langage corporel de Poirier qui a ramassé de sacrés missiles, qui a montré une très très bonne mâchoire. Il a montré de l'abnégation, il a montré de l'intelligence, il a complètement bousillé les appuis de McGregor. Et on le sait, un McGregor qui a plus d'appui. De toute façon, un McGregor qui a plus d'appui ou qui a plus de cardio, c'est un McGregor qui devient définitivement prenable. Et c'est ce qui s'est passé avec Poirier. Et voilà, alors après, ce qui a choqué les gens, c'est que c'est la première fois que McGregor est vraiment KO. Là, c'est pas un truc interprété par l'arbitre ou alors une soumission comme Ned Diaz lui avait mis, et il l'a mis KO. Et voilà, moi je suis content, j'étais content. Est-ce que le blueprint est trouvé? Est-ce qu'on a trouvé l'empreinte? McGregor dit que non, dit qu'il va apprendre à parer les kicks, etc., etc. Tout ça, c'est de l'effet d'annonce. Moi, je redemande à voir dans la cage, mais c'est une victoire très, très intelligente de Poirier. Et c'est pour ça qu'on aura la belle, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a 90% de chances que la belle se fasse, aussi bien économiquement que sportivement, ça justifie. Voilà. Mais je suis content pour Poirier, ça, c'est sûr. Hein. Moi, franchement, je ne suis pas du tout pour une belle. Franchement, je pense que c'est aussi une catégorie hyper animée, où il y a d'excellents combattants, notamment Justin Gaethje, dont je suis fan, Charles Oliveira. Bon, on a Michael Chandler qui arrive comme une fusée. Faire une belle, ça ralentirait encore plus justement ce tournoi pour la alors, je te pose une question, moi. D'accord, là, c'est le fan qui parle. Alors, quand tu dis sportivement, il y a eu un match aller, c'est Poirier qui le gagne, c'était UFC 178, quelque chose comme ça, de tête, d'accord? C'est McGregor, pardon, qui le gagne de manière expéditive. Le retour, c'est Poirier qui la gagne de manière tout aussi expéditive. Donc, sportivement, les uns et les autres sont classés dans le top 3, top 4, d'accord? Donc, sportivement, je te rejoins pas trop, ça peut se justifier. Maintenant, moi, je vais te poser la question, tu es Dana White. Sportivement, tu prends pas une brêle classé, je sais pas, 18, 19e, 25e contre le premier, où là, tu pourrais dire que c'est pas équilibré. Tu prends le top 4, tu les fais se rencontrer entre eux, pour une belle, avec toute la sauce que l'UFC sait mettre derrière. Et surtout, tu es Dana White et tu sais qu'en termes de pay-per-view, tu vas casser la baraque parce que Conor McGregor, c'est ta plus grosse vendeuse. Hein,
Et surtout que tu entends qu'à côté, que Poirier, lui, est absolument pas disposé à affronter quelqu'un d'autre parce il va remplir ce compte en banque comme jamais encore il l'aura rempli. Et là, il faut quand même penser à Poirier qui a pris plus d'1 million de dollars. Il n'avait jamais pris ça sur un combat sec, même contre Khabib. Donc, tu te retrouves avec des combattants qui le demandent. Ce que McGregor demande, en général, il l'obtient. Poirier, de l'autre côté, te dit, moi, je veux que McGregor, en gros, sinon je fais un pas de côté, comme il l'avait dit. On sait que ce pas de côté, c'est du foutage de gueule. Ce qu'il veut, c'est McGregor. Tu sais que les fans le veulent. Tu sais que tu vas exploser les chiffres de la franchise et que tu vas te balader dans le panier très, très haut de vente de pay-per-view. Tu le fais ou pas? T'es Dana White, hein? Moi, je pense, en fait, Samir, je t'explique. Moi, je pense pas business. Moi, je veux voir de la bagarre, je pense champion, je pense ceinture. Tu vois, je veux voir du vrai Bien spectacle. sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, je sais. Je pense que malheureusement, il y a une petite politique qui se perd de plus en plus à l'UFC, c'est le mérite. Quand on voit des gars qui enchaînent des victoires et qui ils n'ont pas le title shot, moi ça m'attriste. Charles Oliveira aujourd'hui a réussi à prouver qu'il est un combattant qui est clairement imposable dans le top 5. Je crois, et en plus, il est troisième actuellement. Ouais. Quand on a vu ce qu'il a fait subir à Tony Ferguson, on a envie de voir ce qu'il pourrait faire subir à d'autres combattants. Il ne faut pas oublier aussi Justin Gaethje. Justin Gaethje, c'est un excellent combattant. Il est très, très dangereux. Bon, après lui, je préfère le voir contre Michael Chandler parce que ça peut être deux combattants, ça peut être une vraie bagarre en fait. Ouais. En ce qui concerne justement Dustin Poirier, on sait que Khabib, clairement, il ne reviendra pas. Pour moi, c'est sûr et certain. Pour l'instant, en tout cas, il met sa carrière en stand-by. On remet la ceinture en jeu. Et si on parle de mérite, en dehors du business, je mettrai Charles Oliveira et Dustin Poirier. Et le vainqueur entre Justin Gaethje et Michael Chandler peut se permettre justement de parler title shot. Aujourd'hui, Conor McGregor combat rarement. Il a combattu contre Donald Cerrone. C'était pas un combat de ouf. Hein, il est free, Cerrone, il est free. Il est complètement free. Il enchaîne les défaites. Je crois qu'il est à 5 défaites au moins, facilement. Voilà, Conor il nous a proposé un très beau premier round. Franchement, quand j'ai vu le premier round, je me suis dit, bon, il y a une carte à jouer pour lui, mais j'avais confiance quand même en Dustin Poirier parce qu'il n'a pas sacrifié autant d'années pour rien. Quand j'ai vu le combat qu'il avait mené contre Dan Hooker, je me suis dit, ah ouais, lui, la défaite contre Khabib ne l'a pas justement brisé. Et j'étais très content. C'est un combattant que, tout autant que toi, hein, je le suis depuis ses débuts, je l'admire énormément par son humilité, par son calme, etc. Il a beaucoup appris durant ces années-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que Dustin Poirier commence à prendre goût au business parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, sa sauce piquante, là, elle est en train de marcher du tonnerre. Tu as de plus en plus de tweetos qui s'amusent à se prendre en photo avec, qui les retweetent. Puis vous savez comment le système américain fonctionne. Hein, quand une star de cette envergure sort quelque chose de plus ou moins original, une sauce piquante, qui aurait pensé ça? Oui, mais pourquoi ça marche? Parce qu'il a combattu Khabib, parce qu'il a combattu McGregor. Tu sais, je vais te dire, on va enregistrer là le dimanche prochain le 300. Allez, ça doit être 353e, si je ne me trompe pas, épisode du podcast. Sur les 353 épisodes, on a peut-être dit 330 fois ou 340 fois l'UFC est un business. Quand tu dis l'UFC devient un business, ça ne devient pas un business. L'UFC, ça a toujours quasiment été un business. Tu vois, et c'est de pire en pire. D'accord. Fatih, un mot, parce qu'on ne t'a pas entendu depuis tout à l'heure sur justement Dustin et Conor. Ouais, c'est pour ça. Moi, du coup, pour revenir sur cet événement, déjà, un petit peu, je pense que la majorité des gens ont été surpris parce que le langage corporel de Poirier, de ce qu'il donnait avant le combat, c'était pas très. Il inspirait pas confiance ni rien, mais il s'est vraiment exprimé dans la cage contre McGregor. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, McGregor, c'est le premier KO de sa vie. C'est le premier KO de sa vie. Et franchement, pour ce qui est de refaire un Poirier McGregor 3, moi, franchement, je suis pas pour. Franchement, je suis pas pour si je dois parler vrai, mais si on doit parler business à la place de Dana White, si je me mets à la place de Dana White, comme tout à l'heure Samir l'a dit, oui, je le ferai, parce que ça exploserait le score des PPV. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec le Covid, il n'y a pas de public, etc. Ils pensent plus pépette rentabiliser justement les events et pouvoir payer ses combattants, et en plus de ça, gagner de l'argent. Imaginez juste une carte où on mettrait Conor, Dustin Poirier pour la belle, et en dessous,
on mettrait Michael Chandler, Justin Gaethje. Vous en penserez quoi? Ça serait une carte, franchement, elle exploserait vraiment un record de PPV. Certes, elle ira pas aussi haut que les Khabib versus Conor, etc. Mais ça serait Oh, vraiment. elle n'irait pas loin en dessous. Faut Ouais, savoir que justement. Mais elle exploserait pas mal de records. Elle exploserait pas mal de records. Et puis après, franchement, si on doit parler de Chandler, moi je trouve que, comment dire, ça fait pas longtemps qu'il est là. Je pense qu'on devrait encore le laisser un petit peu, comment dire, faire ses preuves. bah, C'est, je suis trop d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, Dan Hooker, c'est reconnu comme l'un des meilleurs strikers de la catégorie. Il est très dangereux. Il ne faut pas oublier que ouais, c'est il est très dangereux. l'un des Ouais. qui a mis KO Gilbert Burns dans le temps. Il a un striking au top niveau. Il a livré une bagarre de ouf avec Dustin Poirier sur 5 rounds. C'est pas rien. Mais quand on l'a vu infliger une défaite comme ça à Hooker, parlant de Chandler, je me suis dit, bon, certes, c'est vrai qu'il ne mérite pas le title shoot, même s'il en parle, mais je lui mettrais bien un adversaire encore au-dessus de Hooker, c'est-à-dire Justin Gaethje. S'il inflige le même genre de défaite à un gars comme Justin Gaethje, clairement, pour moi, il mérite son title shot. Là, oui, il méritera son title shot. Mais après, Justin Gaethje, c'est pas rien, tu vois. Et c'est pas le même style de combat aussi. Mais ça, c'était. C'est des bagarreurs quand même. Hein. Ouais. Mais Chandler, il est plus dans la finesse que Gaethje. C'est ça que je veux dire en fait. Gaethje, c'est vraiment de la bagarre, vraiment crochet, tout ça, et quelques leg kicks. Où Chandler est plus dans la finesse, je trouve, plus dans la beauté des arts martiaux mixtes. C'est Samir, ça il que a je veux dire. un petit mot à dire sur ça. Bah, les styles font les combats, encore une fois. Hein. T'as Chandler, alors quand tu dis qu'il est plus fin, en fait, il utilise plus ses outils que Gaethje peut le faire. Gaethje, c'est un très bon lutteur. Sa lutte, on l'a jamais vu. On l'a pas vu avant Khabib, on l'a encore moins vu avec Khabib. Chandler, sa lutte, tu l'utilises, il est plus explosif. Après, quand je dis que les styles font les combats, faut pas oublier que Chandler, quand il agresse Hooker, c'est ce qu'on avait débriefé, nous, quand on avait parlé avant le combat. On avait dit que c'était compliqué parce que c'est le plus petit qui combat le plus grand. Donc tu peux venir t'encastrer sur le tie clinch, te prendre un genou de Hooker, certes, mais tu peux aussi te désaxer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il le chope. Hein. Venir te désaxer, et puis bah, le petit qui boxe le grand, c'est aller chercher, comme l'a dit Fatih, aller chercher le crochet à la mâchoire au-dessus. C'est comme ça qu'il descend Hooker. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a vu Chandler désosser Dan Hooker qu'il va désosser Gaethje. Par contre, il sait beaucoup plus utiliser sa palette. Son arsenal que va le faire Gaethje. Gaethje, c'est je me plante devant, je balance des low kicks et j'essaye de détacher la tête avec mes mains. Chandler, il a une lutte beaucoup plus explosive, il a des skills au sol qui sont beaucoup plus élaborés que Gaethje. Je dis pas que Gaethje les a pas, mais il les montre pas. Gaethje, il est Division 1 quand même, hein. Il est NCAA, mais il le montre pas. Il le montre pas. Voilà. Gaethje, je pense il a pas l'occasion de montrer ce que ça lutte vaut en fait, parce que il tombe toujours. Déjà, on l'a vu, il est tombé face à Khabib. Face à Khabib. Impossible d'imposer ta lutte face à Khabib, ça on le sait tous. Et contre Chandler, sachant que Gaethje, c'est de la lutte, comment dire, assez académique, même contre celle de Chandler, je pense pas qu'elle vaudra grand-chose en fait. C'est pour ça qu'il reste en strike, et c'est aussi parce que c'est son point fort et on le sait. Son point gauche est très très dangereux, et son leg kick arrière, ça aussi c'est très dangereux, et il s'en sert. C'est ses outils, c'est ses armes, et il voit que ça marche à chaque fois. Il a désossé Ferguson avec ça, donc à mon avis, tant qu'il s'est pas pris une raclée en strike dans son propre domaine, je pense qu'il continuera avec le même style de combat. Justin Poirier l'a mis KO. Faut pas oublier. À part Dustin Poirier. Ah, bah, à part Dustin Poirier, il n'a pas eu beaucoup. Hein. Il a eu que 3 défaites dans son actif, quand même. Justin Gaethje, c'est pas rien. Hein. Et puis quand on voit qu'il a vraiment désossé, comme du n'importe quoi Ferguson, on l'a vu dans l'état dans lequel il a fini. Hein. Tu vois, ça fait peur un petit peu quand même. On demande qu'à revoir. Moi, perso, contre Michael Chandler, ça serait le meilleur opponent qui pourrait exister. Franchement, de la KT. Contre Charles Oliveira, c'est pas un combat qui m'exciterait, mais Chandler, ouais. En fait, ça serait surtout un combat assez. Pas ennuyeux, mais assez calme quand même, si on mettait Oliveira. Ouais, il y aurait beaucoup de travail au sol, c'est ça le truc. Après, voilà, il y a les fanats de Jiu-Jitsu brésilien, c'est une grande communauté aujourd'hui. Toujours. Quand ils voient du sol, ils sont contents.
Mais le sol, c'est pas mal développé quand même, pas qu'à l'UFC, en MMA tout court. Les combats au sol se sont pas mal développés. Bah, Khabib, il a apporté sa touche de lutte. Et puis tu vois tous les lutteurs qui débarquent, les Oumar, bon, Zabit, c'est pas un lutteur, mais je prends tous les mecs de l'Est, quoi. T'as les Mm, Makachev, des trucs comme ça. T'as les mecs comme Oliveira et Burns en mode JJB. mm. Et ils développent pas mal l'aspect sol en MMA. Et ça, c'est assez cool parce qu'avant. Voilà, tu disais MMA, c'était bagarre, strike debout et ça n'allait pas beaucoup au sol. Et c'est vraiment bien qu'on ait des combattants comme ça maintenant. Non, puis on a un JJB qui est vachement plus évolué, beaucoup moins académique qu'avant. T'as beaucoup de branches JJB qui se sont développées. On en parlait déjà avec Tony Ferguson, avec Bah oui, Eddie oui. Bravo, hyper agressif sur le sol. T'as des combattants dos au sol qui sont beaucoup plus inventifs et agressifs qu'avant. Charles Oliveira, c'est absolument un régal de le voir. Enfin, je veux dire, il commence quelque chose. T'as pas commencé à interpréter ce qu'il est en train de faire, il est déjà parti sur autre chose. C'est des mecs hyper agressifs. Mais attention à cette fameuse lutte qui a cassé plus d'un Jujitsuka. De toute façon, Chandler, on va pas se poser la question sans 7 ans. Hein. Ce sera Oliveira, enfin de mon point de vue, ce sera Oliveira ou Gaethje. Puisque dans mon esprit, 90% de Poirier et Connor, c'est fait. C'est fait, Oui, ça va être fait pour l'UFC Fight Week de juillet. Donc ça va être Oliveira Gaethje. Et voilà, hein. Donc on va être fixé. Après, je pense que la bagarre Chandler-Gaethje, ça peut être sanglant, ça peut être rustique, assez rustique, mais sanglant. Chandler-Oliveira, rien que pour l'intrigue du combat. Parce que l'intrigue de Chandler-Gaethje, on la connaît, hein. Ils vont se mettre debout, ils vont échanger. Et s'il y a amené au sol, ce sera Chandler. Par oui. contre, Oliveira-Chandler, l'opposition de style, l'opposition de l'opposition même physique, le style, alors JJB contre lutte, mais également euh, Longiligne aussi. Ouais. ouais, ils sont longilignes. Enfin, t'en as un qui est ramassé, l'autre qui est longiligne, l'autre qui est super inventif, l'autre qui avance tout droit en mettant des overhands. Enfin, il y a tout qui. L'intrigue, elle est beaucoup plus élevée pour Chandler Oliveira que pour Chandler Gaethje, où on sait que ça va être du tout. Ils vont se mettre l'un en face de l'autre et puis on va voir qui c'est qui tombe. En gros, hein, je schématise, mais le combat risque d'être ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous serez d'accord, on va se régaler. Hein. Oui, ça c'est Ah sûr. ouais. C'est sûr. C'est Caviar, hein, vraiment caviar. Hein. la carte qu'on attend. Mm. Revenons au début du mois, la défaite du pauvre Alistair Overeem, qui enchaînait justement malgré son vieillage les victoires et qui s'est fait stopper net par le Russe Volkov. Votre sentiment sur sa défaite? Bah moi je trouve que bah, franchement Overeem enfin voilà quoi, ça fait quand même un moment qu'il est là pour l'UFC et on va pas oublier que ce mec c'est une légende vivante. Donc qu'il perde, on va pas lui en vouloir, il est en fin de carrière et ça on va pas se le cacher. Après c'est la façon dont il a perdu, je trouve ça un peu triste quand même de le voir se faire terminer comme ça par Volkov. Et Volkov, j'ai l'impression qu'il vient un petit peu en puissance dans la KT et il a pris comment dire, il a pris un petit peu une montée en flèche avec cette victoire. Parce que là, on réfléchit à des combats comme, je sais pas, comme Volkov contre Gain, etc. Enfin, Gane. Et franchement, ça pourrait être super intéressant. Moi, j'ai déjà pensé à ce que ça pourrait être Volkov contre Gain. Et j'espère vraiment que l'UFC. Enfin, moi, en tout cas, j'espère que le prochain combat de Volkov sera celui-là parce que ça serait super intéressant quand même. Bah, Ça meurt. pour en revenir à Overeem, voilà, bah, Overeem, de toute façon, sa carrière parle pour lui. Donc voilà, que ce soit en kick, en MMA. Après, on peut me dire, voilà, on sait qu'il y a une période de sa vie pareille. Lui, il n'a pas bu que de la soupe aux champignons, on le sait. Ça a été plus compliqué une fois que l'USADA s'est mêlé du circuit. Ça a été très, très compliqué. On a vu sa transformation physique dans les deux sens. Maintenant, immense champion. euh, tout sport confondu, tout sport de combat confondu. Il méritait d'être parmi les plus grands. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le temps passe. C'est tout, le temps passe. Donc Overeem, il a dit que c'était son dernier run, qu'il poserait même les camps dans la cage s'il venait à remporter la ceinture. Mais même quand il déclarait ça, j'ai envie de dire, tu te berces d'illusions, même si on sait que chez les heavyweights, comme on dit souvent, hein, tu es à un coup de la victoire ou de la défaite, mais lui, il a plusieurs coups de la victoire notamment. Il a beau être puissant, il perd sa puissance. Il perd ses réflexes, on l'a vu, il a pris de très très sales KO, hein, celui contre Ngannou, on s'en souvient, C'est c'est des KO, dévastateur. c'est des KO qui te coûtent cher. Ça, c'est des années octogone que tu récupères jamais, tu prends un âge octogone terrible. Donc voilà, moi, Overeem, finalement, j'étais peut-être soulagé qu'il perde parce que
Parce que voilà, ça veut tout simplement dire que maintenant tu dois faire le pas de côté, mais définitif, arrêter, on te respecte, bravo, mais le business devient dangereux pour des gens comme Overeem, donc moi je respecte pour ce qu'il a fait, il peut être fier de sa carrière, et voilà. Par contre, pour Cyril Gane, il affronte Rozenstruik, hein, donc il affronte Jairzinho Rozenstruik là, le 27, Ouais. il l'emporte. Lui aussi doit faire le pas de côté et il attend le title shot, surtout s'il l'exécute. S'il exécute le Surinamien, il fait un pas de côté et il attend. Il y a un trio qui doit jouer entre Miocic, Ngannou et Jones. Tu fais le pas de côté, tu attends, tu prends le title shot, surtout qu'il est dans les très bons petits papiers de Dana White. Dana White Exactement. le kiffe vraiment, hein. Il a un style aérien, c'est un poids lourd qui bouge, qui est divertissant, la seule fois où il est descendu au sol, il nous a gratifié d'une clé de talon. C'est là, je sais pas d'où il l'a sorti. Donc ça, c'est un mec, il faut surtout pas qu'il prenne de risques. D'habitude, je suis pas safe, hein, mais il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Un gars comme Dos Anjos, par exemple, dans une catégorie, a pas été assez intelligent dans sa carrière. Il a pris parfois des combats, il a fait des match-ups qui étaient complètement moisis, il allait se mettre en danger contre des mecs qui étaient dangereux, alors que je pense que s'il avait été un peu plus intelligent, il aurait peut-être pu avoir un title shot ou peut-être plus rapidement. Donc de temps en temps, c'est bien de dire je fais un pas de côté. Je fais un pas de côté et je regarde. Parce que si Cyril exécute Jairzinho, il prendra le title shot. Il le prendra. Oui, ça c'est sûr. Puis en plus de ça, c'est un vrai défi. Faut pas oublier que la seule défaite de Jairzinho, c'est contre. Il s'est fait clairement corriger en très peu de temps contre Ngannou après 10 victoires d'affilée. Et là, il vient de gagner justement Junior Dos Santos. Pareil, par KO. La réputation de Jairzinho, elle est claire, hein, c'est KO au premier round. La plupart de ses combats, c'est ça. Ça lui a coûté justement le revers de la médaille contre Ngannou. Moi, je pense, franchement, en termes de pronostic, je verrais bien Cyril Gane justement gagner. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, comme tu as dit, Samir, je te rejoins là-dessus, il propose énormément de choses. Il n'a pas peur du sol, il n'a pas peur de la lutte, il n'a pas peur du striking. Il propose, et je pense que c'est ce qui manquait dans cette catégorie qui commençait à s'éteindre. Ah, puis c'est le poids lourd le plus propre. Techniquement, Stipe est très très propre aussi, hein, avec ses points, ancien Golden Globe, Stipe, il est très 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 propre. Il y a un océan technique. Alors après, ça ne plaît pas la fanbase française. Moi, j'ai rien contre Francis, hein, il n'y a pas de souci. Mais entre Francis, alors il dit qu'il a comblé le gap entre les deux depuis leur premier combat. Moi, j'y crois pas. Tu récupères pas en 2 ans des années de travail. Il y a un océan technique entre Stipe, qui est sous-estimé au possible, alors que c'est un immense champion. Il y a un océan technique entre Francis et Stipe, on verra comment ça se passe au mois de mars. Par contre, le numéro 2, numéro 1 bis, techniquement et en pied-point, c'est le numéro 1 absolu, c'est Cyril. En niveau technique, il n'y a rien à dire là-dessus. Non, il est bon. Faut pas oublier que Cyril, c'est un mec qui vient de la boxe thaï aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Il vient, je sais pas, je connais pas son palmarès en boxe thaï, mais je sais qu'il vient de là-bas. Et faut pas oublier aussi que ça fait quoi, 4 ans qu'il fait du MMA, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 4 ans. C'est que c'est quand même incroyable de devenir dans le top 7 mondial en 4 ans. Ah ouais, non, il a tourné au Glory, il a tourné dans de grosses organisations. La passerelle, il l'a faite il y a 4 ans, il apprend très vite. En plus, il fait partie de cette race de mecs, voilà, que tu croises quand tu vas à la salle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'expliquer 50 fois. Le geste, il le prend tout de suite, il comprend tout de suite ce qu'il fait. Une vraie éponge et il progresse de manière fulgurante. Alors attention aussi, ça on l'a dit dans le podcast également, Rozenstruik, c'est pas une formalité. Parce que Francis l'exécute, on se souvient, au terme d'un enchaînement en plus. Là encore, ça n'avait pas plu, on l'avait dit dans le podcast, mais un enchaînement qui était dégueulasse de Francis, où il a un peu mouliné dans le vide. Et heureusement que Rozenstruik ne lève pas les yeux et puis ne fait pas le pas de côté pour le contrer, parce que Francis va dormir direct. C'est la puissance effarante de Francis fait que voilà, on a tous ce truc en tête. Donc respect à Francis et bravo à Francis. Mais attention à ne pas sous-estimer Rozenstruik parce qu'il est à un pas du title shot, mais ce pas, il va être important. Attention. Exactement, mais faut faire attention aussi également à John Jones qui vient qui vient d'incorporer la catégorie. Ouais. C'est un peu à l'ombre, il s'entraîne énormément, il a pris du poids. Faut pas oublier que John Jones, c'est une encyclopédie de technique. C'est le combattant le plus complet actuellement à l'UFC. Moi, je pense que John Jones, déjà entre Stipe Miocic et Ngannou, comme toi, j'ai rien contre Ngannou, mais je suis pas non plus super fan. Je pense que Miocic conservera sa ceinture. Il va proposer justement un gameplay qui va surprendre justement Ngannou. Et je pense que
Miocic annoncera sa retraite, voudra partir comme un champion parce que le fait de savoir quand même que tu as un John Jones qui se prépare, qui revient super énervé et qui intègre ta catégorie, tu te dis que tu sais très bien que Dana White, voilà, ce qu'il va vouloir faire, c'est le mettre pour la ceinture, enfin le gagnant des deux, en tout cas, prendra John Jones. Si tu conserves la ceinture et tu sais que tu as John Jones qui arrive, moi je pense qu'il va vouloir, pas le fuir, mais partir comme une légende parce qu'il a quand même un sacré palmarès. Miocic, hein, comme tu as dit, il est très sous-estimé, j'ai jamais compris pourquoi. Je pense que le titre sera en jeu et John Jones reprendra la ceinture, dominera la catégorie et après suivra ce qui devra suivre. Ça veut dire que Jones, tu dis que Jones va s'asseoir sur un pay-per-view d'un million d'unités avec un payroll absolument fantastique. Tu penses que Miocic va s'arrêter? Je suis pas persuadé, moi. Hein. Moi, il y a un jackpot à se faire, hein. Sans parler du gain sportif, hein, bien évidemment, mais il y a un jackpot à se faire derrière. Hein. Il y a un jackpot, mais est-ce qu'il prendra le risque d'affronter John Jones Il a quand même 38 ans. Ouais, mais regardez le palmarès de Miocic, les gars. Hein. Oui, je l'ai ignoré. Il a un très très beau palmarès. Mais n'oublie pas quand même qu'il ne combat pas 2 fois par an. Il a un combat par an. Le temps passe. John Jones, il a 33 ans. Le mec, il est super en forme. Je pense qu'il est à la casse. Je pense que Miocic a déjà prouvé ce qu'il valait. S'il rebat une seconde fois Ngannou, qui est surmédiatisé actuellement chez les poids lourds, qui est soi-disant le plus dangereux, je pense qu'il va vouloir mettre un terme à sa carrière après. Après, moi, je dis pas que ça peut pas arriver. Il peut poser les gants en disant moi j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Voilà, on sait qu'il est pompier à côté, qu'il a sa vie de famille, qu'il est plan-plan, etc., qu'il est pas star system non plus. Pas de problème là-dessus, je vous suis. Par contre, après dire il prend pas parce que tu as éventuellement Jones qui arrive derrière, Jones il fera pas peur à Miocic. On n'est pas à un niveau de peur à ce niveau-là, à ce niveau de professionnalisme, à ce niveau de combattant-là, tu n'es plus dans la peur. S'il arrête, c'est parce qu'il a envie d'arrêter, qu'il en a marre et qu'il veut retourner à sa vie de famille. Puis voilà, l'UFC, puis peut-être qu'il va sentir que son corps lui dit que c'est la fin. Moi, j'en suis absolument pas persuadé. Et maintenant, s'il prend sa retraite, c'est pas par stratégie, on va dire, par rapport à tel ou tel opposant. Que ce soit Jones, Gann en face, je pense, hein, ce n'est que mon avis, mais je pense que si Miocic veut les prendre, il les prendra. Il prendra un bon paquet derrière. Et au pire, il a rien à perdre. Il perd son titre. C'est pas très grave, hein. 2 fois champion. Il a battu quand même un gars comme Cormier, qui est aussi très sous-estimé. Cormier combattait chez les light heavyweight, il l'est monté, il lui a pris la ceinture. Est-ce qu'il va faire ça, justement? Il a pris la ceinture, mais il lui a récupéré 2 fois. C'est 2-1 en faveur de Stipe. Hein. Cormier. C'est 2-1 en faveur de Stipe. Et les combattants qui ont battu 2 fois Cormier ne sont pas nombreux. Il y a Jones. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Jones, il sera peut-être pas aussi performant chez les heavy que chez les light heavy. Hein. Bien sûr. Parce que lui, c'est son poids de forme. Il est en poids lourd, mais je ne sais plus il a combien exactement en poids de forme. Mais de base, il est dans la catégorie poids lourd et il sera peut-être pas aussi performant que chez les light heavy. John Jones, quand il coupe pas, il est à peu près à 230 pounds. Quand il est hors combat, il est à 230-240 pounds. D'accord, quand il se laisse aller. Quand il met l'entraînement, il descend donc dans la catégorie 205 pounds. Maintenant, la question du poids, en plus, on sait, hein, Deb du CrossFit, il a changé son entraînement, etc. Donc, ce sera peut-être un des poids lourds les plus complets au niveau de l'arsenal technique, parce qu'on sait qu'en lourd, l'arsenal technique, il n'est pas super diversifié chez les combattants, en tout cas beaucoup moins que dans les autres catégories. Maintenant, c'est vrai que Jones va arriver avec un striking. Voilà. C'est quand même, n'en déplaise à certains, il est quand même plus complet que ce qu'on peut trouver chez les poids lourds habituellement. Il aura une lutte qui est très performante. Hein. Il a une lutte et puis il y a une variété de coups que tu trouves pas chez les autres poids lourds. Maintenant, je suis d'accord avec Fatih, le punching power, le truc qui fait que tu es à un coup de la victoire ou de la défaite qu'on retrouve chez beaucoup de poids lourds, chez 90% des poids lourds. Je dis pas que John Jones l'a pas, parce que ça voudrait dire qu'il a des oreillers à la place des mains. C'est pas du tout ce que je veux dire. Il est puissant, John Jones, mais il n'a pas ce petit truc qu'a par exemple Francis. Ou qu'a le crochet court de Stipe. Stipe, on se souvient, ou qu'a même Cormier. Cormier, vous vous souvenez, au clinch, le crochet court qu'il met à Miocic, il l'a séché. Et ça, je ne suis pas sûr que Jones l'ait. Alors, à moins d'un travail spécifique, mais c'est quelque chose que tu n'achètes pas à la salle, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Donc, après, on verra. Hein. Il va me faire mentir et il va exécuter peut-être son premier adversaire chez les lourds. Peut-être pas. Mais je reçois assez Fatih là-dessus. C'est pas la puissance brute des poids lourds qu'on connaît habituellement qui fera que John Jones va pouvoir dire voilà, je suis safe dans la catégorie. Il a d'autres armes à mettre en avant que cette puissance brute, je trouve. Après, moi, j'ai une question, les gars. Qu'est-ce que vous pensez d'un Jones contre Ngannou?
Qu'est-ce Moi, que je ça pense donnerait? que là, ce sera l'intelligence de combat qui va être mise en avant de la part de John Jones. Il va le travailler en lutte, voire jusqu'à le soumettre. Soumettre Francis, franchement, ce serait quand même du jamais vu, ce serait incroyable. Vous Ça ne pensez que ça, choquera pas, vous, c'est pas son atout à Francis. vous Il a pensez que ça défense en lutte, euh, il faut rien, on le sait clairement. Et voilà quoi. Après, réussir à l'attraper, c'est pas tâche facile non plus. Parce que voilà, si tu rates ton takedown, tu prends un uppercut, tu sais que tu vas ronfler. Et quelques heures. Bah, les armes et l'intelligence de combat sont clairement pour Jones. C'est ça que tu bah, disais, Fatih, hein, Jones, ouais, c'est Ngannou, hein, c'est bien ça que tu disais, je ne me trompe pas. ouais, c'est ça, Donc, c'est bien ça. évidemment, le fighting IQ, le game plan, tout ce que tu peux mettre en place, etc., c'est hyper élaboré, ce sera du côté de Jones, il n'y a pas de souci. Mais le problème de Francis, et la problématique va se reposer avec Miocic, hein. Moi, je ne veux pas enterrer Francis, hein, bien au contraire, hein. Le problème de Francis, le facteur X chez lui, c'est sa puissance que tu retrouves chez aucun autre poids lourd. Il te touche, il te caresse, tu tombes, tu dors. Et le problème, c'est que tu peux mettre en place tout ce que tu veux comme stratégie, comme fighting IQ, tu peux mettre tous les skills que tu veux en avant, toutes les compétences que tu veux. Le mec te touche, tu tombes. Et on l'a vu avec Rozenstruik, même s'il touche de manière dégueulasse, Tu t'en et tu tombes salement. Et quand tu tombes, c'est pas knockdown, c'est knockout. Tu tombes, tu te relèves pas. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça très, très compliqué de pronostiquer les combats de Francis parce que Francis, il te touche, voilà, tu te réveilles, tu as les médecins autour de toi, les gars de la commission du Nevada, et puis tu te demandes ce qui s'est passé. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est des combats très rapides et puis Ah comme oui. tu dis, bah, je te rejoins là-dessus. C'est que même avec un côté technique, en fait, tu peux te faire avoir. C'est-à-dire que même Jones, s'il se fait effleurer, il tombe. Et Rozenstruik, moi, j'ai déjà vu vraiment un beau ralenti du combat de Ngannou contre Rozenstruik. On voit bien que Rozenstruik esquive et part les coups. On ne le voit pas comme ça en vitesse réelle, mais en fait, il esquive et il part les coups et il se fait bloquer par la cage et c'est là qu'il se prend le premier punch et Et qu'après absolument, et l'enchaînement de Francis n'est pas bon parce qu'il mouline, il chasse l'air. Et là, si tu tombes sur quelqu'un qui est en anglaise, enfin, je pense que Rosenstruck, là, on peut parler de pas prendre peur, mais je pense qu'il a paniqué devant l'enchaînement. Il a reculé en essayant de se dire, je vais essayer de me mettre safe. Mais s'il fait un pas de côté et qu'il vient le chercher avec un crochet, que ce soit avant, il vient juste le chercher avec une main. Francis est en train d'avancer, il sent pas dessus. Et Francis, il est complètement découvert. Il y a pas mal de gifs, il y a pas mal de captures d'écran qui ont ouais, circulé sur les réseaux sociaux où on le montre. Quand il avance, il est complètement découvert. Si l'autre fait un ouais. pas de côté et envoie la sauce, il vient s'encastrer dessus. Le combat, le verdict du combat, tu l'inverses, hein. Tu Ah, l'inverses mais immédiatement, hein. il y avait plusieurs variantes possibles. Hein. Et tu fais ça Ah, contre Stipe. Stipe qui adore boxer en reculant, qui est vraiment très très fort là-dedans. Si tu fais la même contre Stipe, ça va être compliqué, hein. Mais Parce que lui, il le verra le trou. c'est assez compliqué, comme tu dis, de prévoir un combat de Francis parce que Ah oui. il est tombé sur un mec technique comme Stipe et franchement, on voit ce que ça donne, hein. Mais par contre, s'il tombe sur un mec comme Jones, moi j'ai plus l'impression que Ngannou il a beaucoup plus de chance qu'avec Stipe, tu vois, par exemple. Parce que en fait, Jones et Stipe, c'est tous les deux des mecs techniques, mais c'est pas du tout la même appréhension de combat. Ouais, Ni mais le après, même tu peux fight avoir une IQ, ni chance qui rien. serait, tu peux avoir un Jones avec son amplitude physique, faut pas oublier, hein, il n'aura rien à envier à Francis. Il vient le coller contre la cage, il le fatigue, il le fatigue. On sait que Francis, le cardio, sa caisse, c'est pas forcément ce qu'il a en priorité. Je dis pas qu'il a pas de caisse, hein, il fait 5 rounds contre Stipe, il faut les tenir. Mais on a vu que c'était après le deuxième round, c'était plus du tout le même Francis. Si là, t'as un Jones qui vient te coller contre la cage, qui vient te fatiguer, t'épuiser, le cardio, encore une fois, le facteur X, hein. Donc ça peut être. Je sais pas, moi je veux pas me prononcer là-dessus, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Tu peux dire que finalement ça va être les faiblesses de l'un contre les forces de l'autre. Et puis si tu renverses, tu vas dire bah, les faiblesses de l'autre, au final, il a d'autres forces qui fait que voilà, ça pourrait mettre l'autre en difficulté. Le combat, tu peux faire 25 scénarios différents. Tu trouveras 25 raisons de te rassurer ou alors tu vois, de prendre peur si, en fonction que tu sois supporter de l'un ou l'autre des combattants. C'est compliqué. C'est compliqué. parlons des deux derniers sujets avant de passer au pronostic, messieurs, s'il vous plaît. Un petit mot sur le retour de Ned Diaz. Ouf. Vas-y, Fatih, vas-y, hein. Retour de Ned Diaz, c'est un petit peu c'est un petit peu hasardeux, j'ai envie de dire en fait. C'est parce qu'on ne sait pas s'il revient vraiment. Ned Diaz, enfin voilà, il est beaucoup dans le trash talking, on le sait. Donc franchement, je sais pas. En plus, ils n'ont pas annoncé d'adversaire ni de date ni rien.
Mais je sais que par contre, il est sur les côtes de McGregor. Il est sur les côtes de McGregor pour une trilogie. En plus de ça, il sait très bien que s'ils font une trilogie, ça va exploser un record de pay-per-view. Et parce que enfin, vraiment, enfin, c'est un truc de ouf. Déjà, les deux premiers combats, c'était un truc de fou. Alors, c'est une trilogie, mais il est sur les côtes de McGregor. Et puis, moi, je suis pas contre son retour. Franchement, ça serait très plaisant à regarder quand même. Moi, je suis pas contre le retour de Nate. Qu'il revienne, c'est bien. Il revient pas, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire pour son frère Nick, hein. Il vient pas, j'en ai rien à faire. Moi, je sais juste que voilà, c'est devenu une grosse vendeuse depuis McGregor. Il fait 1,4 million, 1,6 million sur les deux combats de pay-per-view. Il sait qu'en faisant du prize fighting comme ça, c'est-à-dire je reviens, je fais marcher la cagnotte, il est blindé comme jamais il l'a été. Ned Diaz. Voilà, Ned Diaz, il s'est fait un nom avec McGregor. Il sait que maintenant son nom compte un peu plus qu'à l'époque. Faut pas oublier que c'est un mec qui a été blacklisté pendant des mois et des mois et des mois par Dana White dans le cœur des années, hein, 2012, 2013, etc. Parce qu'il voulait faire la loi à l'UFC, sauf qu'il avait aucun pouvoir de vente. Là, il en a un qui est beaucoup plus prononcé qu'à l'époque. Je sais aussi qu'entre 2000, allez, je vais dire entre 2014 et aujourd'hui, McGregor, ça doit être 6 ou 7 combats seulement. C'est 4 combats sur les 5 dernières années, hein. Il a fait quoi? Il a fait McGregor 2 fois. C'était quoi? 2016. Il a fait Pettis il y a 2 ans. Et son dernier combat, c'est contre Masvidal. Combat au cours duquel il s'est fait absolument masser dans tous les sens. Et Ouais. c'est les Diaz qui font du Diaz. C'est-à-dire quand ils perdent, c'est jamais de leur faute. Ils étaient tout prêts. C'est qu'on leur en veut, etc. C'est qu'on a gagné. Les juges se sont trompés. Donc c'est du Diaz qui fait du Diaz. Alors je vais être moins sévère avec Nate. Il revient, c'est bien, je suis content parce qu'il peut être divertissant en fonction du combattant qu'on met en face de lui, parce que Ned Diaz, on sait, hein, que ça peut être aussi compliqué en fonction du style de combattant qu'il a en face de lui. On l'avait avec Masvidal. S'il revient, c'est bien. S'il revient pas, ben, bonne retraite à Ned Diaz. Moi, je suis pas spécialement demandeur et je n'attends absolument pas un retour de Ned Diaz. Alors, que te dire de Nick Diaz? Alors, Nick Diaz, j'attends encore moins, hein. Même si son manager a dit que, encore un effet d'annonce, hein, qu'il y avait 99% de chances pour que Nick combatte en 2021. J'attends ni l'un ni l'autre. Je suis du même avis que toi, du coup, ça nous fait gagner du temps. Parlons aussi de Leon Edwards, parce que franchement, il commence sincèrement à me faire de la peine. C'est quand même quelqu'un qui vient d'enchaîner 8 victoires d'affilée. Il est très bon, mais il n'y a personne qui veut se mesurer à lui. Et en plus de ça, c'était pas plus tard qu'hier, Colvington qui ose dire, en gros, moi je fais pas l'aumône. Il ne veut pas l'affronter parce que pour lui, c'est pas un adversaire nécessaire pour justement sa réputation ou pour les pay-per-view, tout ça. Moi, je pense qu'il se trompe parce que Leon Edwards, certes, bon, ça fait quand même presque 2 ans qu'il n'a pas combattu, mais c'est pas n'importe qui. Il est extrêmement bon. Il a quand même un vrai palmarès, il a mis des vrais KO, il a un pur striking. Je sais pas, franchement, pour Khamzat Chimaev, c'était clairement l'opportunité pour le Russe. Voilà, parce qu'on a vu sur ses 3 derniers combats qu'il a gagné vraiment très facilement. On lui propose directement le numéro 3, ça c'est du jamais vu, hein, le numéro 3 du ranking des welterweight. Euh, Là, Khamzat, 3 fois d'affilée, on annule le combat. Bon, moi je pense pas qu'on lui reproposera une opportunité une nouvelle fois de cette manière-là, mais je suis triste quand même pour Leon Edwards parce qu'il n'a même pas un remplaçant. Vas-y, Fatih. Bah justement, je coupe tout de suite parce que j'ai reçu une notification de Ariel Helwani et ils ont booké Léon Edouard pour Belal Mohamed le 13 mars. Donc là, selon les sources, ouais, voilà, Mohamed a remporté 4 victoires. UFC. Enfin voilà quoi. Selon Ariel, c'est pour le 13 mars. Vous l'avez vu la victoire de Bilal Mohamed sur son dernier combat là, le week-end dernier? Ouais, je l'ai vu après, moi, après le podcast. Omar me l'avait débriefé. Combat intelligent de Bilal Mohamed, mais après. Alors, je vais encore faire l'empêcheur de tourner en rond, mais tu dis Covington, ouais, pourquoi il refuse un gars comme Edward? C'est un gars qui est sur un winning streak important, il est intéressant au sol, il est bon debout. Ben, voilà, tu les as les raisons. Voilà pourquoi il le. Mets-toi à la place de Covington. Le problème, c'est que tu réagis. Je pense, hein, c'est qu'on réagit. Alors, je suis partiellement d'accord avec toi. Bien sûr que moi, j'ai envie de voir Edwards Covington, mais mets-toi à la place de Covington. C'est un client en merde, Edwards. Un client en merde. Tu gagnes contre Edwards. T'es Covington, tu gagnes contre Edwards. On va dire, ouais, alors.
outre le ranking numéro 3, on sait que les rankings, ça veut rien dire à l'UFC. Mais tu gagnes un gars comme Edwards. On va dire quoi au final? Ouais, mais l'autre, il y a eu du ring rust. Hein, il n'a pas combattu depuis 3 ans, il s'est passé ça. Tu n'as pas grand-chose absolument à gagner quand tu es Covington. Covington, il fait le fameux pas de côté dont je parle depuis le début de l'émission, et il fait le pas de côté, et lui, il attend gentiment qu'Ousmane lui propose un title shot. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille se prendre la tête avec Edwards, qui pourrait le mettre dans la sauce, même si Covington, c'est le client en merde absolu dans toute la catégorie, mais il a intérêt. Tu vois, si tu es intelligent, c'est là où je dis qu'il faut être intelligent. C'est pas dire je vais aller mesurer avec le numéro 3, le numéro 4, montrer. T'es numéro 1 ou numéro... Enfin non, numéro 1 c'est Burns. T'es numéro 2. Burns vient de se faire masser. Ousmane va avoir besoin de combattre. Te prends pas la tête. T'es Covington. Le match en plus aller a été hyper serré face à Ousmane. Qu'est-ce que tu fais? T'attends que Dana White t'appelle en te disant écoute, il y a du bif entre vous deux. Je sais qu'il y a une certaine rivalité. On va monter un pay-per-view là-dessus. Je t'accorde ta revanche. Il va prendre un gars comme Edwards, il n'a rien à gagner. Edwards, c'est un client, comme je le dis, c'est un client en merde. Donc voilà, Edwards, faut pas oublier. Hein, je crois que d'ailleurs, je me demande si Edwards, sa dernière défaite, je me demande si c'est pas contre Kamaru Usman. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, il me semble, hein, par décision. Entre-temps, le mec, il a tapé des gars comme Luque, il tape Cerrone, Gunnar Nelson, il tape Dos Anjos. C'est compliquant. Et l'argument avancé par Covington, c'est voilà, un client en merde qui peut te faire plus à perdre que gagner, bah, tu le prends pas. Donc voilà, surtout que Chimaev en plus est sur le carreau pendant, à mon avis, un grand moment. Donc tu regardes la catégorie, il reste qui? Chimaev, il est out. Burns, il a dit qu'il voulait prendre quelques semaines. Mais Burns, lui, il a dit je tape tout le monde. Hein. Covington, lui, il a besoin. Burns, il faut qu'il se remette dans le mix. Donc il reste qui? Il reste Michael Chiesa, Wonderboy qui se soigne sa main cassée contre Jeff Neal, Burns et Colby. Après, tu as toujours Neil Magny qui est un bon compagnon, mais à la place de Bilal Mohamed, je suis surpris d'ailleurs de ce match-up, tu aurais pu prendre Neil Magny, tu sais, qui rend toujours service, qui veut bien affronter tout le monde, puis qui est un client en merde aussi à son niveau. Mais en dehors de ça, je suis Colby, moi, je fais le même move que lui, hein, honnêtement. Hein. Tu as clairement résumé la situation. Et ouais, ben, comme tu as dit aussi à propos de Khamzat Chimaev, je pense qu'il est out. On le verra pas avant cet été, ça c'est sûr et certain. Ouais. Après, vous avez vu la dernière vidéo qui tourne de Chimaev? Ouais. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est il a le Covid, il tousse comme je sais pas quoi, mais il s'entraîne dans la salle avec les autres. Bah, il est plus porteur du virus. Voilà, c'est ça. Il est plus porteur du virus, mais il a quand même les conséquences. Il y a beaucoup qui ont attrapé le Covid, mais qui ont quand même conservé certains effets secondaires. Et du coup. Bah lui, il a une insuffisance pulmonaire. Hein. Il a quand même une insuffisance pulmonaire qui a été diagnostiquée. Tu la vois à l'IRM, il a des taches blanches sur les poumons, donc plus contagieux. Mais dès qu'il fait un effort, c'est ce que disait son coach la dernière fois, au bout d'un round, il suffoque le mec. Donc tu sais, même quand tu dis cet été, training camp, tu comptes 2 mois de training camp, le mec il va devoir revenir de plus loin. En plus, lui, on sait que c'est un combattant, le cardio, c'est pas un problème. Il a un style de toute façon qui est énormément énergivore, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une caisse de folie. Même cet été, moi, s'il revient cet été, franchement, c'est miraculeux. Hein. Moi, je vais te dire honnêtement, je m'attends plus à un retour. Je lui souhaite complètement le contraire. Hein. Mais si on me dit qu'il ne revient pas avant novembre-décembre 2021, je ne serai absolument pas surpris. Maintenant, je souhaite, c'est un combattant que j'aime beaucoup, Chimaev. J'espère le revoir cet été, mais vu les dernières vidéos, c'est pas top. Hein. C'est pas top du tout même. Hein. Parlons des prochains UFC qui vont suivre. UFC Fight Night du 27 février, on en reparle. Hein. Cyril Gane contre Jair Zinho. Vos pronostics, messieurs? Allez, Cyril, victoire par TKO. J'espère en tout cas, pour lui. Moi, je pense aussi. Et toi, Fatih? Exact, pareil. Il y a un combattant que je suis particulièrement dans la catégorie des light heavyweight qui combat dans la même carte, c'est Magomed Ankalaev. Il combattra contre Nikita Krylov qui est 8e au ranking, Ankalaev qui lui est 11e, mais enchaîne beaucoup de victoires. Qu'est-ce que vous pensez de ce combattant-là? Alors, moi, je pense que c'est un combattant qui mérite d'avoir la lumière sur lui, en fait. C'est-à-dire que déjà, ses exploits contre, le duo, les 2 combats qu'il a fait contre Cutelaba, là, juste incroyable. La perf qu'il a fait sur ces 2 combats-là, c'était incroyable et ça a vraiment hypé pas mal de gens. Mais la lumière était émise sur lui que sur ces 2 combats-là, malheureusement. Et je trouve qu'on devrait vraiment faire un zoom sur sa carrière à l'UFC. Je sais pas, qui devrait le mettre plus en avant ou lui offrir l'opportunité, tu vois, avec en lui mettant
en lui mettant un putain de combattant. Parce que ce mec mérite et je pense qu'il va persévérer lui aussi également. C'est comme Mamov, hein, de toute façon. Et faut pas Nick, oublier, faut pas oublier, enfin, je fais pas de favoritisme ni rien, mais c'est un mec de l'Est et les mecs de l'Est, ils ont vraiment la patate, ils ont la rage, ils ont faim. Et Ankalaev, on le voit et il a aussi cette force de frappe, la foudre dans les mains, comme on dit. Donc moi, franchement, je crois en lui. Nikita Krylov, c'est quand même pas quelqu'un de mauvais. Il enchaîne aussi les victoires. C'est un très bon combattant. Mais je pense aussi que s'il réussit à le gagner de la même manière que ses précédents combats, je pense qu'on lui proposera justement directement un du top 5. Sans discuter. Ouais, Ankalaev, c'est ouais, je vais pas redire ce que vous avez dit, hein, une bonne transition debout, sol, une bonne, il a les mains lourdes, grosse base de lutte de sambo. Alors Krylov, après, ça peut être aussi un client compliqué. Après, je pense qu'en termes de transition, dans la façon de mixer les choses, je pense que Ankalaev est meilleur que Nikita Krylov. Donc voilà, c'est un combattant que j'apprécie aussi, mais ouais, non, il peut se débarrasser de Krylov parce que je pense qu'il est plus complet que lui et qu'il fait mieux les transitions. C'est ce que j'allais dire grâce à sa polyvalence. Mm. Ah, mais il est quand même très créatif. Il propose beaucoup de choses. Mm. Il montre qu'il est très à l'aise partout. Il bouge énormément. Il a un très bon cardio. Je pense qu'il fera l'affaire. Moi, je vois bien un deuxième round par KO. Pronostic, je suis très mauvais, les gars, moi. Déjà, j'espère ne pas avoir porté la poisse à Cyril. Pronostic, moi, je suis un chat noir, donc ouais, j'espère en KLF, on verra. Je partirais pas sur un deuxième quand même. Deuxième, c'est assez court. J'aurais plus dit troisième, mais en TKO également. Mais deuxième, ça fait assez court quand même. Sachant que, enfin voilà quoi, c'est deux bons styles qui s'opposent, donc j'aurais plus dit troisième. UFC 259, cette carte magique que Dana White nous a concoctée en compagnie de Sean Shelby, le matchmaker justement de l'UFC. Premier combat, hein, direct, celui qu'on entend tous, je pense, peut-être même le combat de l'année. Israel Adesanya, qui monte chez les light heavyweights, affronter le champion en titre justement de la catégorie, Jan Blachowicz. Pronostic, messieurs. Israël. quelqu'un que j'aimais vraiment pas du tout à ses débuts à l'UFC. Genre vraiment, la personne en elle-même, le style de combat était très propre, mais la personne en elle-même, je pouvais pas saquer. Et il a su prouver et gravir les échelons en battant déjà des légendes comme Silva, bon là j'ai pas l'exemple en tête, mais en tout cas il a fait ses preuves. Oui, Et je pense que ça sera un des combats les plus compliqués de sa carrière quand même contre Jan. Après avoir, hein, Jan a l'air très confiant aussi de ce que j'ai pu voir. Jan avait même dit il a dit je pense que je serai le premier à le battre. Donc niveau de confiance absolu pour lui, mais Israël prépara un vrai game plan et j'ai confiance en lui et en ses atouts en striking. Ça reste du combat. Il y a un océan technique, il y a un océan d'intelligence tactique, il y a un océan de tout entre Israël Adesanya et Jan Blachowicz. Après Blachowicz, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que s'il te cadre une fois, ça peut être compliqué. Donc, il a une grosse, le fameux polish power. Donc, il a la main très, très lourde. Il a des mains de pierre, hein. Maintenant, techniquement, tactiquement, Israël, c'est largement au-dessus. S'il le snipe, comme je disais, c'est les coups de cutter contre les coups de marteau. Le problème, c'est qu'il va le taillader dans tous les sens. Ça va plus vite, ça va plus fort, ça va de partout. J'ai même pas envie de parler de Lucky Punch parce que ce serait manquer de respect à Blachowicz, mais à part le coup qui met fin au combat, c'est-à-dire le coup, bah voilà, la connexion et c'est terminé. Je vois pas comment Blachowicz peut s'en sortir face à Adesanya. Je serais extrêmement surpris de voir que ça, ne serait-ce que ça aille que jusqu'à la décision, parce que Adesanya en 205 pounds, quand on voit les dégâts qu'il fait en 185, il va prendre du poids intelligemment, hein. Je suis ce qu'il fait, le poids, il le prend très très intelligemment. Exactement. Ça va être champ, hein, j'ai l'impression, hein, sur cette affaire-là, ça va être un autre, ce qu'ils appellent les champ. Je vois pas comment Blachowicz peut s'en sortir à moins d'un coup. Qui irradie puis qui met fin au combat, et puis on est tous les yeux grands ouverts à se dire waouh. Je vois pas comment ça peut se passer autrement. Mais
encore une fois, excuse-moi, je te coupe, c'est pas la même façon du tout c'est pas les mêmes adversaires. C'est la même KT, mais c'est pas les mêmes Ah non, adversaires. du tout. C'est comme, moi, je les comparerais bien, tu vois, par exemple, à Ngannou pour Jan et comment dire, et à Jones pour Israël. Un longiligne, comment dire, qui gère très bien sa distance, qui balance des coups à tout va, mais vraiment très intelligemment avec un fight IQ au-dessus, quoi. Et on a l'autre en face qui balance, comme tu dis, avec ses mains de pierre, quoi. Mais par contre, Mm. si ça touche, c'est foutu pour Israël. Faut pas oublier aussi la fluidité d'Israël Adesanya, il a quand même une fluidité inégalable. Ouais, bah ouais, justement, c'est ce que je dis, c'est quand il gère, c'est comme Jones, il gère très bien sa distance, il est dans la finesse et laisse tomber. Même Et il gère mieux, il gère de mieux en mieux. Enfin, il faut pas oublier qu'il a un background. Il vient du pied-point. Adesanya, c'était la crème de la crème en pied-point. c'est pour ça, ouais, c'est Il pour a un ça. taille clinch qui gère de mieux en mieux au niveau du MMA. Je parle bien au niveau du MMA. Il a un clinch tout court qui gère de mieux en mieux. Euh, c'est la crème de la crème, l'élite en termes de pied-point, l'élite. Et tu le mets face à un mec qui va avoir que quasiment que son stand-up, que ses points à proposer. Donc c'est compliqué, parce que Blachowicz, il n'est pas connu pour son sol. Alors certes, il a une lutte, mais plus une lutte, on va dire, en puissance, collée contre la cage de bourrin, qu'une vraie lutte. Voilà, c'est pas un lutteur au sens pur du terme, Blachowicz. Et en face, tu mets un mec qui sait tout faire debout et qui a un clinch qui est de plus en plus redoutable et de plus en plus intelligent. Comme je dis, moi après, voilà, il faut jamais, ça reste du MMA et blablabla, tout ça, on ne sait pas, etc., etc. On connaît les poncifs du genre, mais ça va être compliqué. Franchement, Blachowicz, pour qu'il s'en sorte, là, j'aimerais pas être le mec qui va faire son gameplay. Alors, comme tu disais, Fatih, tout à l'heure, il dit, je vais être le premier à battre Adesanya. J'espère que lui, au moins, on est convaincu, tu vois. Parce que si lui, on n'est pas convaincu, Voilà. qu'il remballe le truc et qu'il Si vienne pas, quoi. si tu mets uniquement les informations de ses coachs, Ah, j'espère qu'eux en sont convaincus, parce que moi, je suis Et absolument pas convaincu. aussi je souligne que Adesanya, depuis quelques temps, est avec Galvao. non, Donc, Ouais, c'est ouais, ça. il est avec Galvao et il a eu sa ceinture violette de Galvao. mm, Alors que il était. Enfin voilà quoi, il a vraiment gravé les échelons très très vite. Et s'il a une violette de Galvao, c'est que c'est pas n'importe quoi. Donc, Bon, après, sur les derniers échanges que j'ai vus au sol avec, il y a un truc qui a tourné un peu, je sais pas si vous l'avez vu. Euh, voilà, je pense qu'il a trollé aussi, parce qu'il n'est pas ceinture violette sur les échanges que j'ai vus au sol, qu'il a tourné un peu au sol avec un gars. Tu te dis, non, il troll, c'est pas possible autrement, parce que ceinture violette, surtout, ouais, André Galvao, on sait ce que ça représente en JJB. Voilà, je pense qu'il a un peu trollé la caméra, et tu vois, même là, il est bon, quoi. Enfin, même là, il est fort. Très bonne et- communication. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il gère très très bien. Ça l'atteint pas psychologiquement. On se souvient quand même aussi des nombreuses critiques qu'il y a eu après son combat contre Yoel Romero. Ça l'a pas du tout affecté. Il est Il a eu revenu. raison de faire ce qu'il a fait contre Romero. C'était quoi? De partir, de faire un combat de bourricot tête baissée et de prendre un parpaing de Romero? Absolument pas. Il a fait ce qu'il fallait. Moi, je dis qu'Israël Adesanya, c'est la grande future star. Et Omar dit la même chose. Enfin, c'est Omar qui le dit, et je le plus sois d'ailleurs. C'est la future big star de l'UFC. Là, j'invente rien parce qu'il l'est déjà, parce qu'il coche toutes les Il est cases. déjà. Non. Dans le combat, en termes il est super divertissant, il sait faire plein de choses, il progresse, il est super intéressant dans la cage. En dehors, il coche toutes les cases de la pop culture, de la geek culture, manga, tout ça. Tu vois les entrées de fou qu'il fait. Enfin, je veux dire, ça aussi, ça compte dans la carrière d'un combattant, dans l'image d'un combattant. Il commence à être très vendeur. Alors avant, ça s'arrêtait au bassin océanique, l'Australie, tout ça. Maintenant, il commence à vendre worldwide. Israël Adesanya, il coche absolument toutes les cases et c'est la raison pour laquelle j'espère qu'il va exécuter Blachowicz parce qu'avec une double ceinture, il va les cocher encore plus les cases. Donc après, je verrai je me demande dans quelle catégorie il décidera de s'arrêter, ce qu'il fera la navette. J'ai jamais trop cru à cette histoire de navette parce que tu passes quand même. Enfin, il y a des pounds à couper quand même pour redescendre en middleweight. Donc je sais pas ce qu'il fera, mais j'espère clairement qu'il exécutera Blachowicz. Je le souhaite en tout cas. et Moi, je pense que s'il réussit à prendre la ceinture à Blachowicz, si John Jones, entre-temps, il réussit à avoir la ceinture chez les lourds, je pense que ça sera le meilleur moment pour John Jones de récupérer sa ceinture chez les light heavyweight. Et là, on aura du pay-per-view qui égalera, je pense, Khabib et Conor. Peut-être pas égal, mais pas loin en dessous. Et Israël Adesanya aussi, je souligne que c'est un des rares strikers qui arrive vraiment comme tu dis, à Samir, à,
à passer à un stade de big star, de superstar à l'UFC en fait, comme Barboza à son apogée par exemple. C'est-à-dire que le mec il est vraiment là en mode strike, alors que nous on a plus l'habitude de voir des superstars à l'UFC, comme bon Khabib c'est une exception, mais comme John Jones, des mecs complets comme Jones, tu vois, comme Stipe, et c'est pas une habitude. Donc vraiment de ce côté-là, comme disait aussi Marcelo, il gère vraiment très très bien toute sa com, et même en combat, le mec c'est un génie quoi. Ouais, ouais. Dernier pronostic de la même carte chez les flyweight. Petr Yan qui a son titre champion face à Aljamain Sterling. Alors celui-là, il n'est pas évident. Petr Yan a tout ce qu'il faut, a toutes les skills pour l'exécuter. C'est le combat, moi je le disais dans le dernier podcast Octogone, c'est le combat pour moi le plus intriguant de la carte. Voilà, donc Petr Yan a absolument tout ce qu'il faut pour exécuter Aljamain Sterling. Mais Aljamain Sterling a également beaucoup de choses pour, alors je dirais pas créer l'upset, mais en tout cas pour créer de grosses difficultés à Yan. Et pourquoi ce combat il est intriguant, c'est parce que tu peux, alors même si la victoire de Aljamain Sterling resterait quand même un gros upset, mais tu peux envisager plusieurs scénarios, tu vois, plusieurs scénarios, je vais essayer de parler correctement, parce que les deux ont des choses à proposer à l'autre. Alors certes, pour moi, Petr Yan est largement favori, je dis bien largement favori quand même face à Aljamain Sterling, mais Sterling dans un bon jour, c'est un overperformer, Sterling. Il peut proposer des choses, il a une lutte qui est tout à fait décente et loin d'être dégueulasse. Il a un sol qui n'est pas dégueulasse, il sait faire beaucoup de choses dans beaucoup de dimensions du combat. Petr Yan, c'est des coups de scalpel qui te met debout, comme on le dit, il te casse la gueule. Il fait partie de ces combattants qui te cassent la gueule. Ils te battent pas juste, ils te cassent en deux. Donc c'est là où elle est pour moi l'énigme. C'est pour ça que je vois une décision, moi. Moi, je vois une décision personnellement. Là, c'est le gameplay qui va parler. Ça sera pas autre chose. Moi, je pense que c'est le gameplay qui va parler. On va vite le voir dans le combat et on pourra. Moi, je pense au bout du premier round, déjà, on va savoir qui c'est qui aura un net avantage sur l'autre adversaire. Ça va se jouer à ça directement parce que c'est quand même deux adversaires qui se préparent énormément et qui aimeraient s'affronter déjà depuis un moment. En tout cas, messieurs, ce fut un plaisir d'avoir fait cette Octofight live avec vous. Samir, j'ai vraiment aimé ton analyse. Tu proposes beaucoup dans tes échanges. C'était super. Fatih, c'est pareil pour toi. J'espère qu'on te reverra. Merci d'avoir en tout cas répondu à l'invitation. N'hésitez pas à aller le suivre sur son compte Twitter. Je mettrai son compte Twitter en publication également. Ces podcasts qui sont aussi très, très, très riches. Donc, n'hésitez pas à suivre. Fatih et moi, on reviendra prochainement, je pense, dans un mois, parce que voilà, les Octofight Live, c'est une fois par mois pour faire une analyse complète sur le mois complet et les mois à venir. Donc voilà, en tout cas, merci monsieur de ce temps que vous m'avez accordé. Ce fut un plaisir et j'espère que vous prendrez plaisir également à regarder tous ces événements que Dana White nous prépare. Merci pour l'invitation, les gars. Et puis, voilà, je sais ce que c'est que se lancer dans le podcast. On a vécu ça il y a quelques années. Donc, écoute, si on peut donner un coup de main, c'est toujours avec plaisir. Et puis, bonne chance à vous, bon vent. Et puis, surtout, voilà, faut faire ça pour les plaisirs, s'éclater. Et puis, le reste viendra ou pas. Mais tant que vous prenez du plaisir, c'est l'essentiel. Exactement. C'est notre philosophie. En tout cas, on te remercie, Samir. Et à très bientôt, j'espère. Ciao tout le monde.